Pendant la guerre de 100 ans, un jeune chevalier issu de la petite noblesse bretonne et réputé pour être terriblement moche, va gravir les échelons et devenir l'un des chevaliers, même l'un des héros de guerre les plus célèbres de l'histoire de France. Personnage iconique de l'histoire bretonne et de la première partie de la guerre de 100 ans. Grâce à son talent de stratège, son courage et sa férocité au combat, ce petit chevalier breton va devenir ni plus ni moins que le chef des armées royales. Et en parallèle de son palmarès sur le champ de bataille, son nom a depuis été réutilisé à toutes les sauces, et de nombreuses théories ont gravité autour de lui, comme par exemple qu'il aurait été descendant d'un roi africain. Alors on va éclaircir tout ça. Son nom c'est Bertrand du Guesclin, et je vous propose de découvrir comment ce chevalier, qui a fait de sa laideur une force, est devenu l'incarnation du pro-chevalier du Moyen-Âge. Né non loin de Dinan en 1320, Bertrand du Guesclin va vivre une enfance relativement compliquée. Il est loin de vivre dans la misère, son père Robert possède même plusieurs seigneuries, mais le problème vient plutôt de ses parents qui ne l'aiment pas. Ouais, car le petit Bertrand, il est moche. On dit de lui qu'il est trop petit, court sur pattes, qu'il a une peau étrangement noire, une grosse tête ronde et un visage difforme. On lui prête même le titre de l'enfant le plus moche de Dinan. Voilà, va t'accepter avec ça. Alors il va être mis quasiment pendant toute son enfance à l'écart de sa famille. Il ne croise pratiquement jamais ni ses parents ni ses frères, et comble pour un fils de noble, il n'est pas initié à la chevalerie. Et pourtant vous allez voir que chevalier, il va le devenir. Et le climat était tellement invivable dans la famille du Guesclin que le petit Bertrand décide de quitter sa famille et de rejoindre son oncle à Rennes. Et c'est justement à Rennes qu'il va s'illustrer pour la première fois, en 1337. Un grand tournoi de joutes y est organisé, et du Guesclin y participe avec l'armure prêtée par l'un de ses cousins, sans dévoiler son identité. Il n'est pas chevalier et est donc normalement pas autorisé à participer à ce genre de tournoi. Et un peu sorti de nulle part, du Guesclin bat tous ses adversaires. Après avoir désarçonné une douzaine de chevaliers, du Guesclin se retrouve alors face à son père, Robert, mais Bertrand refuse de l'affronter. Le respect et l'autorité paternelle étant alors quelque chose de fondamental dans la société médiévale. Et c'est lors du combat suivant que du Guesclin est touché au visage, et qu'une partie de son aume vole en éclats. Et c'est alors que, stupéfait, son père découvre que c'était son fils depuis le début derrière cette armure. Et il découvre du coup son talent pour le combat à cheval. Il va alors décider de l'aider à réaliser son rêve, devenir chevalier. En 1341 meurt le duc de Bretagne Jean III, sans nommer d'héritier. Et quand on meurt sans héritier, certains ne se gênent pas pour récupérer votre titre. Alors la succession de Jean III va se transformer en une sorte de Game of Thrones façon bretonne. Vont alors s'affronter d'un côté Jeanne de Penthièvre et son mari Charles de Blois, fidèle au roi de France Philippe VI, et de l'autre Jean de Montfort et Jeanne de Flandre, soutenus par le roi d'Angleterre Édouard III. C'est le début de la guerre de succession de Bretagne, qui devient alors l'un des conflits secondaires de la célèbre guerre de 100 ans, débutée quelques années plus tôt en 1337. Et ce conflit ne peut être dissocié de la guerre de 100 ans, car elle s'inscrit dans l'éternelle rivalité entre la France et l'Angleterre, les deux camps ayant chacun leurs intérêts à sauvegarder en Bretagne. Et oui, pour les Anglais, c'est bien pratique d'avoir un aussi grand pied-à-terre juste aux portes du royaume de France. Mais revenons à du Guesclin. Il choisit le camp de Jeanne de Penthièvre. En même temps, il n'a pas trop le choix, vu qu'il est l'un de leurs vassaux. Et il va alors, pour le compte de la duchesse de Bretagne, recruter des hommes et mener une véritable guerre de guérilla contre les armées anglo-bretonnes. Du Guesclin va alors s'illustrer en 1354, où il se déguise avec ses hommes en bûcherons et s'infiltre dans le château de Grand Fougeray, alors aux mains des Anglais. Il réussit à les prendre par surprise et à prendre le château sans grande difficulté. C'est ce coup d'éclat qui marque le début de son ascension, et qui lui vaut d'être enfin adoubé chevalier. Et c'est à ce moment que naît sa devise, le courage donne ce que la beauté refuse. Va ensuite s'en suivre tout un tas d'épisodes glorieux qui feront la légende du Guesclin. En 1356, il participe au siège de Rennes, et l'année suivante, il est chargé de protéger la ville de Dinan, alors assiégée par les Anglais. Thomas de Canterbury, qui mène les troupes anglaises, s'accorde avec du Guesclin sur une trêve de 15 jours. Et pendant cette trêve, Olivier du Guesclin, le frère de Bertrand,
se fait capturer par les Anglais. Bertrand entre alors dans une colère noire et défie Thomas en duel. Du Guesclin tombe d'abord de son cheval, mais se relève rapidement, attrape Thomas, le fait tomber de son cheval avant de le jeter au sol, et de le finir violemment en le frappant au visage avec le pommeau de sa dague. Du Guesclin est victorieux, son frère est libéré, et son exploit impressionne une certaine Tiphaine Raguenel, qui deviendra sa femme. Là, Du Guesclin est au top, et peu après, lors du siège de Melun, il rencontre le dauphin Charles, futur Charles V, ce qui le rapproche encore un peu plus du roi de France. Car oui, en parallèle de la guerre fratricide que se mènent les Bretons, la France est toujours embourbée dans la guerre de 100 ans. Alors Du Guesclin s'illustre de nouveau, notamment en Normandie, où il aide les troupes royales à repousser les Anglais. Ces victoires le rapprochent encore plus du roi de France, et malgré les réticences de la cour, qui le voit un peu comme un barbare moche qui descend tout juste de sa Bretagne sauvage, il est fait vassal du roi de France. Et du côté breton, après 23 années de guerre qui ont ravagé la Bretagne, la guerre prend fin lors de la toute dernière grande bataille du conflit, la bataille d'Auray. La ville d'Auray tombe aux mains des Anglais en septembre 1364. Et sans réussir à trouver un accord de paix, les deux camps se rendent bien compte que le combat est inévitable. Charles de Gaulle et Jean de Montfort fils sont alors bien décidés à se foutre sur la gueule, pour décider une bonne fois pour toutes de qui deviendra duc de Bretagne. La bataille a lieu le 29 septembre 1364, et Du Guesclin y participe en menant les troupes de Charles de Blois, arborant son célèbre emblème représentant un aigle noir à deux têtes. Les forces de Charles de Blois sont défaites, et ce dernier est même tué sur le champ de bataille. Jean de Montfort devient Jean IV, le nouveau duc de Bretagne, et Bertrand du Guesclin est fait prisonnier. Mais grâce à l'intervention du roi, qui paye une caution de 40 000 livres, du Guesclin est libéré. Il est libre, mais la guerre de succession de Bretagne est terminée, et les Français et les Anglais ont signé une trêve mettant en pause la guerre de 100 ans lors des accords de Bretigny en 1360. Alors vu que pour une fois la paix règne en France, il est envoyé par le roi pour servir lors d'une autre guerre de succession, cette fois-ci en Castille. Du Guesclin se voit confier le commandement de 30 000 mercenaires, ou bien les grandes compagnies comme on les appelait à l'époque, et ils sont envoyés en Castille où une guerre civile fait rage. Une guerre de succession a en effet lieu entre Henri de Trastamare, allié du roi de France, et son demi-frère, Pierre le Cruel, soutenu par les Anglais. Ouais, les deux se mettent sur la gueule pour décider de qui prendra le trône de Castille. Oui, c'est un peu toujours la même histoire, et oui, encore les Anglais et les Français qui viennent y mettre leur grain de sel. Du Guesclin, qui combat aux côtés de Henri de Trastamare, est défait lors de la bataille de Nájera en 1367, et près de 15 000 hommes sont tués, blessés ou faits prisonniers. Et parmi eux, il y a Du Guesclin, qui est fait prisonnier par celui qui mène les troupes anglaises en Castille, un certain Édouard de Woodstock, surnommé le Prince Noir. Sa rançon est de nouveau fixée à 100 000 livres, une somme fixée par Du Guesclin lui-même qui estime que cette somme gigantesque, c'est sa valeur. Il commence à prendre un peu le melon, le Bertrand. Et du coup, encore le roi de France qui doit intervenir et payer sa rançon, qu'il a entre-temps négociée à 60 000 livres. Le roi verse 50 000 livres, et c'est la femme du prince noir, qui admire beaucoup Du Guesclin, qui va verser les 10 000 livres restants. Une fois libéré, il peut enfin reprendre le combat en Castille, et réussit cette fois à vaincre les Anglais à la bataille de Montiel, et à remettre Henri de Trastamare sur le trône de Castille, en 1369, avant qu'il ne fasse exécuter son demi-frère, on n'est jamais trop sûr. En récompense, Du Guesclin est fait duc de Molina, et lorsqu'il rentre en France un an après, il est fait par le roi de France Charles V connétable de France, autrement dit, chef des armées royales. Et ça, c'est plutôt classe. Une fois connétable, il va s'atteler à repousser les armées anglaises, car depuis, le traité de Bretigny a été rompu par les Français en 1368, et la guerre de 100 ans est repartie de plus belle. Doté de peu de moyens que ce soit en argent ou en hommes, il fait le choix de faire adopter sa tactique de combattre en petits groupes, et privilégie les assauts rapides ou les sièges de châteaux. En gros, il reprend la même stratégie qui lui a valu tant de succès lors de la guerre de succession de Bretagne. Ainsi, il repousse les Anglais ville après ville, château après château, et libère de nombreuses régions. Ses victoires s'enchaînent les unes après les autres. Il reprend Saumur, La Roche-sur-Yon, Saint-Malo, Brest, et débarque même sur l'île de Jersey. Au-delà d'être un bon chevalier, c'est surtout un excellent stratège et un redoutable chef de guerre. Il ruse beaucoup, il déguise ses hommes en soldats anglais pour infiltrer une forteresse, il attaque parfois de nuit, bref, il relance, comme à ses débuts, une guerre de guérilla.
Et quand il assiège une ville, il n'hésite pas à se tourner vers la grande nouveauté de l'époque, les canons. Du Guesclin devient un héros, il est au sommet de sa gloire, il est à la fois adulé et redouté. Mais en parallèle de tout ça, ça chauffe de nouveau en Bretagne. Jean IV, le duc de Bretagne, vient d'autoriser les troupes anglaises à débarquer à Saint-Malo. Alors la noblesse bretonne décide de se soulever et de faire appel au roi de France. Du Guesclin est alors de nouveau de retour dans son pays natal et boute sans problème les Anglais, et Jean IV est obligé de partir en exil. Alors que la noblesse bretonne s'attendait à une libération de la part de l'armée française, en réalité, les Français choisissent d'annexer la Bretagne, sans vraiment leur demander leur avis. Car oui, c'est bon de le rappeler, mais jusque-là, la Bretagne était encore indépendante. Les nobles bretons refusent forcément l'annexion de la France. Alors du coup, ils choisissent de rappeler Jean IV de son exil. Jean IV fait donc son retour en Bretagne en 1379, lorsqu'il débarque à Dinard avec des troupes anglaises. Du Guesclin a alors l'ordre de repousser à nouveau Jean IV. Mais cette fois-ci, il ne fait rien. Pour le roi de France, c'est une trahison, mais les raisons de son inaction sont en fait un peu plus complexes. Certes, du Guesclin est connétable et obéit donc au roi, mais il est aussi vassal de Jeanne de Penthièvre, qu'il a juré de servir lors de la guerre de succession. Et Jeanne fait partie de ceux qui soutiennent Jean IV, alors du Guesclin ne fait que respecter sa promesse et décide volontairement de ne pas agir, et de laisser Jean IV reprendre son titre de duc de Bretagne. Du Guesclin choisit alors de rentrer en France, et pour lui la guerre face aux Anglais est terminée. Il va ensuite hésiter à démissionner de son titre de connétable et à partir en exil chez Henri de Trastamare, mais finalement, sa loyauté sans faille envers le roi va le pousser à continuer à le servir. Il continuera à guerroyer encore un temps contre les ennemis du roi et s'illustrera une toute dernière fois lors du siège du château de Randon, assiégé par les mercenaires des grandes compagnies en 1380. Mais pendant le siège, il est soudainement pris d'une forte fièvre. Il aurait apparemment eu la mauvaise idée de boire de l'eau glacée en pleine canicule. Oui, fut un temps où on pouvait vraiment mourir pour pas grand chose. Sentant sa fin arriver, il réunit ses proches, rédige son testament, avant de mourir sous sa tente le 13 juillet 1380. Contrairement à son souhait d'être inhumé en Bretagne, le roi ordonne qu'il soit enterré aux côtés des rois de France dans la basilique Saint-Denis. Mais pendant le trajet jusqu'à Saint-Denis, on était alors en plein mois de juillet, le corps se met à pourrir. Alors, dans l'urgence, on retire et on embaume ses organes, et on détache ses chairs de son squelette. La plupart de ces organes sont laissés à Puy-en-Velay, là où on les avait embaumés dans l'urgence. Ces chairs sont eux enterrés à Montferrand. Son cœur est lui placé à la basilique Saint-Sauveur de Dinan, et son squelette enterré comme le voulait le roi à la basilique Saint-Denis. Ce qui fait qu'il a techniquement 4 tombeaux. Pour une seule personne, c'est pas mal. Du Guesclin tombera un temps dans l'oubli, avant de refaire surface sous le Second Empire, où, lors de l'émergence du roman national, il est placé comme l'un des grands sauveurs de la France. Puis, plus récemment, on a vu émerger des théories plus ou moins farfelues sur lui, notamment sur le fait qu'il aurait été noir et qu'il descendrait d'un roi nord-africain. Et du coup, on voit s'affronter régulièrement sur internet des nationalistes, que ce soit des blancs ou des noirs, qui confrontent leur vision du personnage. Enfin bon, confronter leur vision. Bon, ça s'insulte sur Twitter quoi. Mais du coup, a-t-on voulu vraiment cacher volontairement la véritable couleur de peau de du Guesclin? Alors déjà, oui, il ne ressemblait pas à ce qu'on pouvait voir dans les manuels scolaires du 19e siècle, où il était montré comme un bel homme parfait, alors que justement, il était réputé pour être très moche. Mais c'est en fait un peu plus complexe. Il faut en fait se pencher sur les sources de l'époque, et sur l'interprétation que l'on peut en faire. Dans le roman d'Équin, une chanson de geste écrite en Bretagne au XVe siècle, il est dit qu'au IXe siècle vivaient en Bretagne les Sarrasins, et parmi eux un certain roi Équin. Et du Guesclin se serait longtemps vanté d'être l'un de ses descendants. Alors on peut imaginer que cette ascendance nord-africaine soit à l'origine du teint basané de du Guesclin, et qu'il descendrait bien d'un roi nord-africain. Mais, bon, déjà rien ne prouve que du Guesclin ne s'est pas inventé une ascendance de roi histoire de se donner un peu plus de prestige. Et par-dessus tout, ce que beaucoup de chroniqueurs ont oublié pendant longtemps, c'est qu'à l'époque du fameux roi Équin, le terme sarrasin ne désigne pas encore les musulmans, mais englobe tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Et qui est-ce qui est venu en Bretagne au 9e siècle se battre contre les Francs et qui n'était pas chrétien? Les Vikings. Donc, si du Guesclin descend, et ce n'est même pas sûr, d'un roi aquin, il est fort probable que ce roi ait été en réalité plutôt un homme du Nord qu'un homme du Sud. Et concernant le terme de dogue noir de Brocéliande qu'utilisaient les Anglais pour parler de du Guesclin,
il est là possible que le terme de noir fasse référence à sa laideur plutôt qu'à une couleur de peau. Bref, je vous mets des liens en description pour en apprendre un peu plus, mais en gros, de tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche, de ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réel consensus sur la couleur de peau de Duguay-Clin. Mais pour autant, on pense qu'il y a quand même beaucoup plus de chances pour que Duguay-Clin ait été de type caucasien, donc blanc. Même si ça n'exclut pas qu'il ait pu avoir un teint un peu plus bronzé que la norme à l'époque. Donc toute cette histoire découle en fait très probablement d'une erreur d'interprétation des sources de l'époque, ce qui arrive en fait assez souvent, on l'a déjà vu avec le cas de Caligula. Mais en dehors de toutes ces théories fumeuses, Duguay-Clin reste un personnage incontournable de la guerre de 100 ans et de l'histoire bretonne. Il est ce genre de personnage que j'aime bien et qui, parti un peu de rien, a réussi, malgré qu'il ait été pendant longtemps renié, par devenir une figure incontournable du royaume de France du XIVe siècle, et qui a réussi, grâce à un contexte favorable, à forger sa propre légende. Duguay-Clin reste encore aujourd'hui l'archétype du héros médiéval, et fut le modèle du serviteur royal, en aidant la France lors de cette première partie de la guerre de 100 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un like, un commentaire, à vous abonner, allez me soutenir sur YouTube en souscrivant à la chaîne, vous pouvez me suivre sur Twitter ou encore Instagram, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.